comité d'éthique du CNRS. Le CNRS, vous savez, c'est une très grande institution de recherche, il y a 30 000 personnes, c'est la plus grande de France, la plus grande d'Europe, et peut-être bien la plus grande du monde, donc c'est un petit peu difficile de faire quelque chose d'aussi, dans un milieu aussi général, donc nos missions sont très générales. Le comité comprend 12 personnes, ces personnes sont de toutes les disciplines, enfin pas toutes les disciplines, mais comme vous savez, le CNRS est interdisciplinaire. Donc il y a moitié sciences humaines et sociales, moitié sciences dures ou exactes, je ne sais pas comment il faut dire, qui comprend d'ailleurs la biologie et la médecine. Donc ce comité a aussi la parité homme-femme, il va tout à fait la parité Paris-Province, enfin, bon, on essaye de respecter un peu toutes les parités qu'on nous demande de respecter. Et ce comité, c'est une sorte de think tank pour le CNRS, réfléchi, sans directive qu'on lui donne, hein, puisqu'on s'auto-saisit des questions dont on veut bien se saisir, on dépend de personne, et on rapporte, on fait des avis, qu'on publie sur le site, qu'on essaye de rendre aussi public par des conférences de presse ou dans des articles, et on est responsable que devant le président du CNRS à qui on remet ses avis. Et ces avis sont en général des recommandations à la fin dont il tient compte, le président et l'institution, on ne tient pas compte. Hein, on est vraiment indépendant et on s'autosaisit des questions qu'on veut. L'émission, c'est quand même de développer une réflexion sur la pratique de la recherche en général, développer des principes aussi de comportement individuels et dans des attitudes collectives. On fait des recommandations sur la responsabilité du chercheur hein, par rapport à son institution et par rapport à la société. Et on a aussi comme mission de sensibiliser les personnels à leurs devoirs devant l'institution et aussi devant la société. Vous voyez, ce sont des missions très générales. Alors, je peux peut-être vous donner juste un exemple des sujets dont le comité d'éthique s'est saisi depuis que j'en suis la présidente. Hein. Alors, de mémoire, on a travaillé d'abord sur toutes les questions d'ouverture des résultats et de publication des résultats destinés au monde entier. Hein. Donc, c'est une réflexion en gros sur ce qu'on appelle l'open access. On s'est vite rendu compte que on butait sur des questions de politique éditoriale qui dépassaient très largement nos compétences et nos missions, mais enfin on a beaucoup réfléchi à ça, on a fait des propositions qui ont un petit peu, j'espère, influencé la politique éditoriale du CNRS. On continue d'ailleurs dans le même ordre d'idée avec un avis pour lequel Anne Cambon, qui est experte au comité d'éthique, en plus des 12 membres, sur l'ouverture des données, open data, l'ouverture des données, qui est un problème de plus en plus crucial, que les données sont de plus en plus nombreuses avec les big data, vous en avez entendu parler, le crowdsourcing, et donc tout ça pose des problèmes éthiques liés à l'agencement de la façon dont on traite les données. Donc ça, c'était les premiers sujets sur lesquels on a travaillé. Ensuite, on a travaillé sur l'expertise, puisque tous les chercheurs sont en même temps considérés possiblement comme des experts consultés soit par leur organisme, soit par les entreprises, soit par le gouvernement, soit voilà, par les parlementaires, etc. Donc, comment un chercheur doit se comporter par rapport à ces questions d'expertise. Et aussi, on a travaillé sur l'excellence en recherche, puisqu'on est tous poussés à être de plus en plus excellents, et il n'y a plus que des instituts d'excellence et des formations d'excellence et des investissements d'excellence, etc. en France, mais pas seulement. Donc ça, c'était une saisine par le président du CNRS. On a un texte sur l'excellence qu'on a d'ailleurs traduit en anglais, qui est maintenant repris dans pas mal d'endroits, parce qu'on faisait un peu le bilan entre ce qui est les positifs de la politique d'excellence et puis aussi tous ces effets désastreux sur les pressions sur les chercheurs. On a continué sur cette thématique par un avis que vous avez mentionné sur les métiers et la recherche en mutation,
et le poids qui pèse sur les chercheurs et les enseignants-chercheurs. Tout ce que je dis chercheurs, je l'entends aussi pour les enseignants-chercheurs, puisque comme vous savez, il n'y a pas vraiment de labo du CNRS qui ne soient pas des labos associés à l'université via les UMR. Donc ce que je dis pour les chercheurs, ça vaut aussi pour ceux qui enseignent, pour lesquels le métier est encore plus lourd que pour les chercheurs qui ne sont pas enseignants. Donc on a fait cette analyse et ça nous a amené à nous poser des questions sur la déontologie du milieu, du métier, puisqu'on a constaté comme tout le monde, comme tous ceux qui sont ici sûrement, que le métier devenait quand même de plus en plus lourd, avec de plus en plus de contraintes pour trouver l'argent, de l'argent de plus en plus rare, de plus en plus de demandes à faire, de plus en plus d'administration qui pèse sur les gens qui sont censés faire aussi la recherche à cause des conséquences de la loi LRU, etc. etc. Donc cet avis n'a pas été très bien pris par les institutions qui ont trouvé que, malgré tout, chercheur c'est un beau métier, et si on fait ce métier c'est par vocation et que c'est bien normal, etc., etc. Bon, enfin bref, il a été par contre bien perçu par les syndicats. Donc, enfin, on ne travaille ni pour les syndicats, ni pour faire plaisir à la direction, on travaille pour dire un peu le ressenti général et donner des indications. Et à la suite de ça, on s'est mis à travailler sur l'intégrité et la responsabilité du métier de chercheur. Et ça a été, on a été déclenché par le fait qu'au CNRS, on a une médiatrice qui s'occupe de tous les cas de conflit. Et on s'est rendu compte que cette pauvre médiatrice n'en pouvait plus avec l'augmentation croissante des conflits qui apparaissaient dans les équipes, ou entre labos, maintenant compliqué avec le fait qu'on travaille à l'étranger. Et en fait, on s'est rendu compte que le CNRS n'était pas vraiment équipé pour traiter ces conflits quand ils sont vraiment sérieux, c'est-à-dire quand il y a eu un lanceur d'alerte qui a fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, qu'il y avait des gens qui trichaient ou des choses comme ça. On n'était pas équipé au CNRS. Alors, l'INSERM, par contre, a cet office qui traite de l'intégrité en recherche, et alors ça, c'est parfait, les gens qui ne sont pas conformes à l'intégrité ne sont pas parfaits, mais la façon de les traiter est faite de façon systématique et institutionnelle, et il y a une personne qui recueille les cas et qui essaye de les analyser et puis de trancher, parce qu'il y a beaucoup d'allégations qui sont fausses, qui ne sont pas des vraies fraudes, mais il y a aussi des vraies fraudes. Donc il faut faire des petites enquêtes confidentielles et ensuite traiter les cas. Donc le CNRS n'avait pas ça, il n'a toujours pas d'ailleurs. Il y a une procédure pour traiter les cas d'alerte qui n'est pas parfaite, et on essaye avec le comité d'éthique de pousser à ce qu'elle soit plus claire, puisque tous les cas sont traités un peu sous le manteau et c'est tout à fait contraire à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Voilà, alors à partir de ce constat, on a réfléchi à ce qu'on pourrait faire qui soit positif et qui ne soit pas juste dire qu'il faut traiter les fraudes, et pas passer le terme d'intégrité en termes de fraude, mais le penser en termes de formation pour les personnels qui rentrent, les jeunes qui deviennent chercheurs après avoir été étudiants. On met dans le terme chercheur aussi les doctorants, puisque c'est déjà le début du métier de chercheur qui commence quand on est doctorant. Comme vous savez, il y a une charte des thèses qui dit que c'est déjà un métier. Donc on a réfléchi un petit peu à ce qu'on pourrait faire de positif pour la formation. Et donc, pour les chercheurs débutants et aussi pour des chercheurs plus confirmés, et également pour des chefs d'équipe, puisqu'il y a des comportements à améliorer sur le plan de l'éthique et de l'intégrité à tous les niveaux. Donc c'est comme ça qu'on a été amené à rédiger un guide. Alors ce guide n'est pas les 10 commandements, il n'est pas rédigé dans l'esprit tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, c'est pas bien de faire ça. Voilà. On n'a pas fait ça, on a essayé de le faire d'une façon positive, en donnant plutôt des conseils. Donc, je peux vous dire, c'est un guide de 35 pages,
qui est quand même donc assez détaillé. Il y a beaucoup de choses qui sont reprises des guides, vous savez, l'éthique au niveau européen, il y a des foules de textes, l'éthique de la recherche, il y en a les universités, les académies, et les académies des académies ont fait des pages et des pages. Donc on essayait de trier dans tout ça et reprendre des choses concrètes. Hein. Donc dans ce guide, il y a beaucoup d'encadrés qui donnent des conseils concrets. Voilà. Donc je vous dis un peu la table des matières. Si vous pouvez le trouver sur notre site, le site du COMEX du CNRS, si vous le voulez, on peut vous l'envoyer, même sous forme papier. Il a été édité. Et que vous dire de plus? Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il s'appelle « Promouvoir une recherche intègre et responsable ». Donc, ça définit un peu ce qu'on entend par responsabilité de la recherche. Ensuite, il y a un chapitre sur production, exploitation, archivage des données, ce qui est un gros point, comme je disais, très difficile. C'est concret, tout est concret hein, dans ce livre. Très difficile à faire comprendre qu'il faut bien archiver ces données, ce qui est de plus en plus compliqué maintenant avec l'informatique. Le gros du guide, et c'est sur les publications, hein, vous l'avez mentionné, c'est quand même ça qui fait la vie des chercheurs dans les labos. Donc, comment doit-on discuter avant de faire une publication de qui va être l'auteur, qu'est-ce qu'un auteur, qu'est-ce qui ne doit pas être, quels sont ceux qui ont le droit au titre d'auteur, comment on classe les auteurs, et puis ensuite on a fait une sorte de petite liste de tous les comportements déviants. Alors vous savez, il y a les fraudes, les grosses fraudes, comme le disait votre collègue, là, il y a la falsification, la fabrication des données et le plagiat. Ça, ce sont les fraudes qui sont répertoriées dans la littérature sur l'éthique anglo-saxonne. Mais à côté de ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pratiques qui se développent et qui ne sont pas vraiment conformes à l'intégrité dans nos milieux, y compris chez nous, dans nos équipes, sans qu'on s'en rende compte forcément. Hein. On coupe les résultats en morceaux pour faire plus de publications, ça c'est pas le pire. On archive mal ces données, ça c'est quand même pas bien. Qu'est-ce qu'on fait de mal? On oublie le postdoc qui est parti à l'étranger, on ne le met pas dans la liste des auteurs, on met le patron dans la liste des auteurs alors qu'il n'a rien fait pour faire bien ou pour le faire plaisir. On ne cite pas bien ses sources. On ne cite pas les expériences qui n'ont pas marché, on ne cite que ce qui a marché de façon à être plus convaincant. On fait les expériences trop vite parce qu'on a besoin de la publication, le postdoc a besoin de sa publication. On ne vérifie pas et du coup on est obligé de rétracter, etc. Tout ça est lié au fait qu'on a observé, et tout le monde a observé, que le nombre d'articles rétractés dans toutes les disciplines, évidemment biomédicales, on parle toujours de biomédicales, mais aussi dans d'autres disciplines, est en augmentation exponentielle et beaucoup plus rapide que le nombre de publications qui augmente aussi. Et ceci est lié, comme je disais, à la pression sur les chercheurs. Voilà. Donc tout ça, on a donc, ça c'est le chapitre sur les publications qui est peut-être le plus utile, je pense, pour les chercheurs. Alors il y a aussi un autre chapitre qu'on oublie souvent quand on parle d'intégrité, mais c'est la responsabilité qu'on a dans le travail collectif, c'est-à-dire la responsabilité du chef d'équipe par rapport aux jeunes, comment il doit les former, comment il doit s'intéresser à leur apprendre à écrire, que c'est pas toujours lui qui écrit les articles, comment il doit les envoyer se frotter aux autres, c'est-à-dire ne pas garder tous les congrès pour lui, des choses comme ça. Vous voyez, c'est très concret, comment aussi il doit se comporter quand il est confronté à un cas de harcèlement. Il y a le harcèlement sexuel, il y a le harcèlement tout court. Alors, vous me direz, si vous êtes juriste, il n'y a pas de problème parce qu'il y a une loi contre le harcèlement. Alors, sur toutes les autres questions dont j'ai parlé, il n'y a pas de loi. Mais en fait, on n'a pas tout dit en disant qu'il y a une loi parce que, comment voulez-vous qu'une jeune chercheuse harcelée par son patron qui fait sa thèse aille porter plainte et fasse un procès
Ouais. Peut-être qu'elle peut gagner pour ça, mais elle peut aussi, comme ça, saboter sa carrière. Donc, on ne fait pas tout avec les lois. Donc, on donne des conseils sur la responsabilité dans le travail collectif. Il y a aussi un chapitre sur l'évaluation. Alors celui-là est très important parce que, comme vous le savez, les chercheurs sont de plus en plus évalués et de plus en plus aussi utilisés pour évaluer le travail des autres. Avec la multiplication des appels d'offres, on est tout le temps en train d'évaluer pour l'ANR, pour l'AERS, pour l'Europe, et j'en passe, le travail des autres. Et donc, comment doit-on se comporter quand on est évaluateur par rapport à tous les conflits d'intérêts qu'on peut avoir, hein, et le plagiat qu'on peut faire. Voilà. Donc je vais terminer avec ça. Et face à la demande sociétale aussi. Voilà. On a juste 2 pages sur la fraude, parce qu'on n'a pas voulu insister. Effectivement, il est en ligne, hein, il est vraiment très facilement accessible. Voilà. Il a une écriture très accessible, c'est ça qui est voilà, vraiment et puis très concret. Et donc j'ai terminé, mais je vais juste vous dire, puisque vous êtes à l'université, c'est que vous allez dire, ça c'est pour le CNRS, et effectivement, il y a beaucoup de rappels dans le guide des règlements qui sont propres aux chercheurs du CNRS, que en général ils ne connaissent pas bien. Hein. Mais on est en train de faire de ce guide une version light, une version allégée, qui sera utilisable par aussi les autres institutions de recherche, l'INSERM, l'INRA, et aussi les universités, de telle sorte que ce soit quelque chose d'utilisable au niveau national. Et pour terminer, on a une mission actuellement qui est d'éditer une charte nationale de déontologie de la profession des professeurs de recherche, qui sera valable pour, ça s'appellera charte déontologie des métiers de la recherche. J'espère bien qu'elle va sortir avant que j'ai fini mon mandat, l'année prochaine, qui comportera fiabilité du travail de recherche, communication, responsabilité dans le travail collectif, impartialité et indépendance dans l'évaluation et l'expertise. Puis ça reprend les thèmes de la charte de Singapour, la déclaration de Singapour, travaux collaboratifs, cumul d'activités et formation. D'accord. Mon labo est rattaché à l'université Toulouse 3, qui est l'université sciences et santé. Donc je vais d'abord vous parler de ce qui se passe au niveau de cette université. À côté de ça, il y a eu depuis, elle a voté ses statuts en juillet dernier, donc la commune qui est l'université fédérale de Toulouse-Midi-Pyrénées, s'est constituée et rassemble toutes les écoles d'ingénieurs et les 3 universités de Toulouse, et plus les antennes universitaires. Les universités qui sont dans la région, donc il y a des universités dans d'autres villes que Toulouse. Et là aussi, il y a une réflexion au niveau de l'éthique. Et une partie de nos questionnements, c'est comment articuler ce qui se passe au niveau de la commune avec ce qui revient au niveau des établissements, en fait. Donc c'est un travail qui est complètement en cours. Il y a 1 an et demi à peu près, il y a eu la constitution d'un groupe de réflexion éthique, donc au niveau de l'université Paul Sabatier, qui a été suscité par un membre élu du comité, du conseil de l'université, qui n'est pas un enseignant-chercheur, qui est au niveau ingénieur. Et cette demande, en fait, parce qu'il constatait un certain nombre de besoins, a été extrêmement bien accueillie par le président de l'université, qui a dit, bon, ben, écoutez, on va mettre un groupe en place. Donc ce groupe a été constitué de différentes personnes, moi j'en fais partie de ce groupe, différentes personnes des différentes composantes de cette université, donc scientifiques, médicales, sciences du sport, etc. Qui a commencé à se réunir, qui a eu 7 ou 8 réunions, et on en est maintenant au stade où il y a un texte de proposition de création d'un comité qui recouvre des domaines éthiques et déontologie au niveau de l'université, qui va être présenté d'abord dans le bureau, en fait. Ça devait être demain, c'est remis à la semaine prochaine, et puis en forme donc, finale aux instances de l'université en janvier. Donc une inscription dans les statuts de l'université d'un comité dont je vais vous parler maintenant, et qui balbutie. Hein.
Donc le comité n'existe pas, puisqu'il n'existera que quand il existera dans les statuts. Et ce qui existe, c'est ce groupe de travail qui a réfléchi à qu'est-ce qu'il était souhaitable de mettre en place. Parallèlement à ça, donc je vais revenir après un peu sur les caractéristiques de ce qui est proposé sur ce comité. Il y a une réflexion au niveau de la commune, donc là qui rassemble des établissements qui font de la recherche et de l'enseignement dans des domaines extrêmement variés, donc des écoles d'ingénieurs, je sais plus combien il y en a, 14 qui font partie de la commune, je crois. Les 3 universités toulousaines, sciences sociales, sciences humaines et sciences dures, ou je ne sais plus comment il faut les appeler, sciences exactes et de la santé, qui ont donc des questionnements par rapport à des dimensions de déontologie et d'éthique dans la pratique de la recherche et de l'enseignement. Donc c'est l'ensemble, et quelque chose qui ressort, et qui ressort peut-être un peu moins, en tout cas dans ce qui a été présenté dans le rapport et oralement aujourd'hui, qui est qu'il y a vraiment des dimensions éthiques au niveau de la pratique de l'enseignement, et pas seulement dans la formation à l'éthique des étudiants, et la formation à l'éthique des chercheurs ou des futurs chercheurs ou des doctorants. Donc des enseignants qui se trouvent en face de questions, qu'est-ce que je dois faire là-dessus, et qui n'ont rien en fait vers quoi se tourner. Donc il y a l'idée que ce comité, donc déontologie et éthique, devrait se préoccuper de pouvoir répondre aux interrogations d'enseignants dans leur activité d'enseignement aussi bien que de recherche. Alors il y a 2 choses qui ont été considérées comme prioritaires par ce groupe, qui étaient d'une part par rapport justement à ce qui concerne les publications et les aspects sur le plagiat. Donc il va y avoir une charte qui va être mise en place en s'appuyant évidemment sur des choses qui existent déjà, pour l'université, Paul Sabatier. Donc. Le deuxième élément, c'est le besoin d'un comité, puisque les comités existants, donc les comités de la recherche dans le domaine biomédical, dans le domaine recherche animale, il y a tout un tas de recherches qui ne sont actuellement pas couvertes, comme ça a été évoqué à propos du CERNI à Grenoble. Donc il y avait ce besoin pour des problématiques de recherche, mais aussi au niveau déontologie, finalement les personnes ou les personnels, ou même les labos en tant qu'entité, n'avaient pas une instance vers laquelle se tourner avec leurs interrogations. Donc c'est à ce niveau-là que se situeraient les missions de ce comité, qui pourraient être saisies par des institutions, des labos ou des personnes sur des domaines extrêmement variés. Et le premier travail serait d'avoir une possibilité de tri, entre guillemets, des interrogations qui venaient, parce que les chercheurs ou les étudiants souvent n'ont pas idée de qu'est-ce qui existe, à qui ils peuvent poser leurs questions au niveau des instances qui existent déjà dans le domaine universitaire. Donc finalement, on a dit, avant d'aller saisir un comité d'éthique, il y a tout un tas de choses qui existent au niveau de la médiation, au niveau de la protection des données, au niveau de tout un tas de questions pour lesquelles il existe déjà des rouages, mais il n'y a pas l'aiguillage, l'institution chargée de faire l'aiguillage qui existe. Et donc du coup, où il ne se passe rien, où on frappe à X portes avant de trouver la bonne, et c'est assez décourageant. Donc cette idée qu'il devrait y avoir une espèce d'instance d'aiguillage, et le comité en question étant l'une des voies vers lesquelles pourraient être dirigées les questions, donc les saisines. Production d'avis, production de recommandations, et chargé aussi d'établir des synthèses, notamment en ce qui concerne la déontologie. Il existe des codes de déontologie un peu partout, qui sont hétérogènes. Et donc l'idée qu'il faut s'appuyer sur ce qui existe, mais pour avoir quelque chose de pratique pour les membres de l'institution. Alors ça, c'est
Donc c'est là que ça a né. Il y a un texte dont la formulation a fait l'objet de nombre de discussions pour pouvoir être inclus dans les statuts de l'université. Et un élément important que je veux mentionner est que cette volonté politique qui existe signifie aussi qu'il y aura des moyens accordés pour que ce comité existe. Donc il y a des éléments sur les missions, sur qui y aura et la constitution. Alors, et puis donc des moyens, donc au moins un secrétariat ou quelque chose pour pouvoir fonctionner. Au niveau de la composition du comité, ça aussi, ça fait l'objet de beaucoup de discussions. Et l'idée générale de ce qui est proposé, c'est qu'il y ait un appel d'offres, enfin un appel à intérêt, manifestation d'intérêt, par les instances universitaires officielles. Conseil de l'université, qui va finalement dire de quel type de compétences et quels sont les requis. On ne va peut-être pas prendre un étudiant de première année pour faire partie de ce comité. Et puis les personnes se porteront, exprimeront leur intérêt. À la suite de ça, il y aura évidemment les aspects, différentes disciplines, des hommes, des femmes, différentes générations, enfin bon, bref, un certain nombre d'équilibres à respecter, et la composition sera approuvée par les instances universitaires. Donc, pas une nomination par le président directement, mais un appel, et ça passe quand même par les instances universitaires avant de devenir opérationnel. C'est ça l'idée. Alors, je ne peux pas vous donner la formulation exacte parce qu'elle va être discutée, donc elle n'est pas du tout définitive. Donc ça me paraissait intéressant à au moins mettre sur la table de la discussion aujourd'hui. Et puis par ailleurs, donc au niveau de la commu. Au niveau de la commu, il est question, donc avec des institutions extrêmement variées, de mettre en place un équivalent d'un CERNI, donc pour les recherches non interventionnelles, et peut-être sur d'autres aspects. Et une des grosses discussions qui se passe, donc il y a des représentants des différents établissements dans ce groupe qui réfléchit à l'éthique au niveau de la commu, pour finalement savoir ce qui relève des établissements et ce qui relève de la commu. Et dans quelle mesure il pourrait y avoir, s'il existe pour un certain nombre de types de projets ou de masters pour des étudiants, quelque chose dans une université et qui soit moins fréquemment nécessaire dans une autre université, est-ce que sans passer nécessairement au niveau complet de la commu, il pourrait y avoir mutualisation des moyens en termes de comité pour, disons, une université pilote qui représente un pourcentage important du besoin par rapport à certains types de saisines, et puis les autres universités s'y rapportant. Donc voilà, c'est le genre de choses qui se discutent. Alors bien évidemment, ça, c'est intéressant parce que c'est au niveau universitaire et qu'on est là dans un contexte universitaire. Mais une discussion de ce groupe de travail dont on ne sait pas ce qu'il va devenir quand le comité existera, est-ce qu'il va continuer à y avoir un groupe de travail qui fera un certain nombre de choses sans faire partie du comité? Ça, c'est pas décidé encore. Mais en tout cas, ce qui existe, il n'existe pas, comme vous l'avez fait ici, un catalogue, j'allais dire, une analyse organisée de tout ce qui existe au niveau formation dans le domaine de l'éthique, recherche dans le domaine de l'éthique, éthique opérationnelle, etc. Il existe beaucoup de choses, on a fait un peu cette analyse, mais de façon moins approfondie que ce qui a été fait à Lyon lors de la mise en place de ce groupe. Et finalement, c'est l'idée, comment coordonner tout ça? Donc effectivement, est-ce qu'il faut qu'il y ait un groupe, ou faut-il que ce groupe soit au niveau de la commune, dont la mission ne serait ni de donner des avis, ni d'édicter des chartes, mais de coordonner ce qui se passe dans le domaine de l'éthique au niveau du site, disons Toulouse Midi-Pyrénées. Et ce que je voudrais rajouter là par rapport à ce qui était discuté, puis aussi on discutait au moment du repas précédemment, c'est que au niveau toulousain et régional, il y a une très forte activité avec beaucoup d'associations et puis quelques organismes un peu pilotes dans le domaine de ce qu'on appelle traditionnellement la culture scientifique et technique, mais qui fait beaucoup d'autres choses aujourd'hui
que ce qui est la tradition de la transmission du savoir vers le bon peuple qui ne sait pas et qu'on va catéchiser sur le plan de la science et de la connaissance scientifique. Et donc en fait, il y a beaucoup d'éléments de l'ordre de la responsabilité, de son analyse, de la réflexion sur sa pratique et de l'ordre de l'éthique qui se passent à l'intérieur des activités qui sont souvent aussi des conférences et des débats, et différentes formes de débats et de dialogue, dans le cadre de transmission de culture scientifique et technique. Et donc, effectivement, la coordination de cet ensemble pour avoir une vision globale de, finalement, qu'est-ce que représente l'éthique, les paysages, comme vous disiez, dans notre université et région, ben c'est à l'œuvre, mais il y a probablement la nécessité d'une instance de coordination qui fasse ça et qui ne soit pas à mélanger avec comité de ceci ou comité de cela, parce que c'est une tâche en soi, en fait. Voilà, je vais m'arrêter là. D'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation et féliciter M. Léo, le chercheur, pour ce travail remarquable que vous avez fait. Je crois que c'est extrêmement intéressant et très inspirant. Alors nous, du côté du Québec, vous avez cité le rapport, pas le rapport, mais le comité de recherche sur l'éthique qui est à l'Université de Montréal. Peut-être pour vous expliquer un peu mon background, pour mieux saisir le sens des propos que je vais vous faire aujourd'hui. Alors moi, je suis avocate et j'ai été plusieurs années à l'Université de Montréal. J'étais l'avocate de l'université, donc les questions de probité intellectuelle, d'intégrité scientifique étaient sous ma responsabilité dans la dimension juridique de ces questions. Et ça remonte à très longtemps, au début des années 90, lorsque l'Université de Montréal a mis en place sa première politique de probité intellectuelle. Alors j'étais là à ce moment-là. Et évidemment, les choses ont pris beaucoup d'ampleur depuis. Et donc, ce sont mes premières expériences avec l'éthique en milieu universitaire. Aujourd'hui, pour moi, c'est autre chose. Maintenant, je suis dans une école d'ingénieurs, l'ETS. C'est une école qui est située dans le sud-ouest de Montréal et qui s'est engagée avec l'Université McGill dans le développement du quartier de l'innovation à Montréal. Donc, c'est un projet qui a été lancé en 2013. Et moi, je suis venue à l'ETS pour participer au développement de ce projet qui est formidable. Et donc, ce qui m'interpelle beaucoup dans le rapport de M. Léo, c'est son caractère innovant pour ce qui l'amène du côté de l'innovation, de la responsabilité sociale, de la dimension citoyenne. Alors ça, pour moi, ça m'interpelle beaucoup. Je voudrais quand même prendre quelques minutes pour vous parler de ce centre de recherche universitaire à l'Université de Montréal, qui est un centre de recherche qui, je crois, a réussi dans une certaine mesure l'interdisciplinarité, en tout cas certainement le caractère interuniversitaire, puisqu'il regroupe presque 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, oui. Alors, les 6 plus grandes universités au Québec, donc l'Université de Montréal, bien sûr, l'Université McGill, l'UQAM, l'Université Laval, l'Université Concordia et l'Université de Sherbrooke. Donc, ce sont des universités généralistes qui ont des chercheurs, donc des collaborations dans ce centre de recherche. Et ce centre sur l'éthique a également plusieurs types d'éthique. Alors, donc, bien sûr, l'éthique fondamentale, l'éthique politique, l'éthique et l'économie, l'éthique et l'environnement, et l'éthique et santé. Alors, ce qui est intéressant aussi avec ce centre, c'est son ouverture sur, je dirais, la communauté, dans la mesure où non seulement c'est un lieu de rassemblement et de création de synergie entre chercheurs, mais aussi avec les organismes professionnels et les instances gouvernementales. Alors, ils ont pour préoccupation de faire en sorte que les résultats de la recherche servent à orienter les débats dans la société et à guider les prises de décisions politiques.
Donc, en cela, je crois que c'est un centre qui existe depuis maintenant une dizaine d'années. Mais vous savez, de nos jours, ce qui est à jour aujourd'hui est déjà obsolète par rapport à ce qui va... Donc, il n'y a pas en ce moment dans ce centre les aspects de responsabilité sociale qui viennent aujourd'hui nous interpeller et qui, effectivement, la responsabilité sociale des universités, je crois, devient peut-être un vecteur de développement de l'université beaucoup plus en phase avec les enjeux d'aujourd'hui. Alors, donc, les 5 constats que vous faites, M. Léo, sont peut-être des constats qu'on pourrait faire à divers niveaux, même de l'autre côté de l'Atlantique, quelque part, ça se ressemble quand même. Et donc, cela dit, je vais peut-être vous dire quelques mots sur le quartier de l'innovation et comment l'éthique peut être, je crois, peut jouer un rôle important dans le développement de ce projet. Alors, je l'ai dit, c'est un projet qui, en fait, vise à développer un secteur de Montréal qui était autrefois une zone industrielle très importante. C'est le berceau de l'industrie au Canada. Et ce quartier s'est progressivement éteint, d'une certaine façon, a été en déclin. Et maintenant, c'est une façon qu'on cherche à le revitaliser. C'est le lieu où l'ETS est situé, donc l'institution phare de ce quartier, c'est l'ETS. Et c'est un projet qui se développe avec l'Université de McGill, qui est tout près. C'est un catalyseur qu'on veut faire, un catalyseur de développement pour Montréal. Et il a 4 volets. Le volet formation et recherche, le volet industriel, le volet urbain et le volet social et culturel. Et le quartier de l'innovation se situe à l'intersection de ces 4 volets. Donc, l'importance de l'interdisciplinarité, de l'intersectoriel, prend tout son sens et prend une très grande importance dans le développement de ce quartier. Alors, non seulement les universités sont impliquées, mais aussi la communauté. Et donc, nous avons des projets dans la communauté pour améliorer la qualité de vie. Et donc, les étudiants sont au cœur de ça. Ça s'appelle l'École de l'innovation citoyenne. Je pourrais en parler plus longtemps, mais je vais m'arrêter là simplement pour dire à quel point ce que je découvre avec le rapport, c'est l'importance de l'éthique comme fondement capable de développer des projets d'une telle envergure, parce que nous avons tous besoin, dans des projets collaboratifs, multi-partenaires, d'une base commune de référence. Et c'est ce qui manque en ce moment, je crois, dans les projets que nous faisons. Et on la cherche, cette base, et je pense qu'avec l'éthique, on trouve là une façon peut-être de développer ce projet. Donc, une base fondamentale qui reposerait sur l'éthique. Alors, nous avons un lieu. Vous avez parlé de l'importance de l'ancrage. Alors, nous avons un lieu, nous avons plusieurs institutions. Et moi, je trouve que c'est extrêmement inspirant. Et donc, c'est très enrichissant. Alors, peut-être que c'est principal de mon propos sur la question. Beaucoup de choses que j'aimerais dire, mais peut-être qu'il y aura des questions. Donc c'est une question à partir de ce que disait Michel Leduc sur les lanceurs d'alerte. Parce que donc c'est un système qui est obligatoire dans les entreprises cotées en bourse, mais bon, qui n'a rien d'obligatoire, disons, dans les universités ou autres. Est-ce que vous pensez qu'il a vraiment vocation à se développer et que c'est une structure qui effectivement fait progresser la prise de conscience individuelle de ces obligations éthiques? Oui, alors la question des lanceurs d'alerte, elle est assez bien traitée dans les institutions en Amérique ou dans les pays anglo-saxons, mais pas du tout chez nous, hein, pas du tout en France, en tout cas dans les milieux de recherche. On a eu des exemples, y compris dans notre comité d'éthique, d'ailleurs, très concrets de cas de chercheurs qui ont lancé des alertes sur des fraudes qu'ils avaient observées
observé, et en général, ça s'est très mal passé pour eux. Évidemment, si c'était très grave, le comité national, par exemple, de la recherche a mis en place un petit groupe qui a fait un petit comité ad hoc, qui a enquêté, qui a constaté qu'effectivement, il y avait, dans les cas graves, hein, qu'il y avait vraiment une fraude. Cette fraude, premièrement, a été très peu sanctionnée, parce que les fraudeurs s'en sont tirés sans trop de dommages. Hein. On en a beaucoup d'exemples. Et par contre, le lanceur d'alerte, lui, il a laissé beaucoup de plumes, parce que, en général, pour arranger les choses, on lui dit tu ne peux pas rester dans ton milieu de travail, parce que quand même, tous ces conflits-là, on va t'en vouloir. Alors on le change, hein, on lui trouve une autre affectation, dans un autre labo, si possible dans une autre ville, et il est obligé de déménager, il perd toutes ses recherches, tout ce qu'il a accumulé, c'est très dommageable. En général, le lanceur d'alerte en France perd plus à avoir lancé son alerte que celui qui est dénoncé. Et donc, ça limite, et comme c'est connu, ça limite beaucoup la tentation de lancer une alerte. Donc, moi, je pense, et on pense au comité d'éthique, et on voudrait d'ailleurs que ce soit la poursuite de notre travail, ce soit qu'il y ait quelque chose pour protéger les lanceurs d'alerte. Voilà. Qui soit garanti, qu'on va les écouter, qu'on va enquêter discrètement, qu'ils ne seront pas dénoncés et qu'ils ne seront pas les victimes. C'est très très important. Hein. C'est une très bonne question. Et ça doit faire partie des points. C'est encore un truc concret où on peut essayer. Mais vous savez, ça peut être dramatique. Hein. Ça peut être vraiment dramatique.